docteur Abdou Bakasso, je suis spécialiste en bibliométrie. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et j'ai beaucoup travaillé sur des données dans le cadre de ma thèse, mais aussi dans le cadre des analyses bibliométriques. Tout à l'heure, en un moment, je me suis senti comme un intrus parce que quand je suivais la présentation du docteur Silla, qui disait qu'il y a les mathématiciens et les informaticiens. Et moi, je suis purement quelqu'un qui vient de la littérature, en sciences de l'information et de la communication. Je suis bibliothécaire de formation et donc je gère des données. Donc aujourd'hui, je voudrais justement vous prouver qu'il n'y a pas que les mathématiciens et les informaticiens qu'on traite, on parle de l'IA. C'est pourquoi donc dans les différents échanges, j'ai constaté également qu'on parle souvent, même Dr Silla en a parlé à la fin de sa présentation, on parle souvent de fracture numérique. Et moi, justement, je voudrais qu'on oublie cette fracture numérique parce que nous avons les compétences pour gérer, en tout cas, pour être dans cet épisode de l'IA. Alors, l'objectif ici, c'est justement de montrer comment les pays du Sud, les pays en voie de développement, peuvent contribuer au succès de leur IA. De leur IA, parce que moi, je considère que chaque structure ou chaque établissement a sa propre intelligence artificielle. Et donc, quelles sont les actions pour justement contribuer à cette IA? Ce n'est ni mathématique ni informatique, mais c'est plutôt sociologique. D'abord, en transformant les représentations autour de l'élément essentiel de l'intelligence artificielle, à savoir les données. Pour moi, il faut commencer par cela, transformer les représentations sociales autour de l'informatique, autour de la donnée et autour de l'intelligence artificielle. Et ensuite, en mettant l'accent sur la disponibilité, on en a parlé, sur la disponibilité et l'intégrité des données. Je suis documentaliste de formation et nous avons en un moment constaté qu'il y a un véritable problème d'accès aux données. Nous sommes traditionnellement dans cette tripartition en tant que spécialiste en sciences de l'information. On parle de collecte, de traitement et de diffusion d'informations. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de l'information, nous sommes à l'ère de données. Nous devrons également apprendre à collecter, à traiter et à diffuser les données ou à transformer les données en informations. Et donc, lorsqu'on fait une recension, une revue de la littérature, on constate qu'il y a un discours assez pesant sur la fracture numérique. Les organisations internationales consultatives de ce pays, souvent parlent, dans leur discours, on note ce leitmotiv qui vient tout le temps, de fracture numérique ou fracture de l'IA. Et on constate qu'au Sénégal, nous avons quand même, il y a une évolution en tout cas conséquente sur l'accès au numérique et sur Internet. Et des données statistiques révèlent clairement, en tout cas, ce taux de pénétration d'Internet au Sénégal. Et pour moi, je constate en réalité qu'il y a deux soucis. Donc le premier souci, au-delà donc, de ce discours-là qui est plutôt dérivatif, parce que c'est un discours qui nous détourne en tout cas de nos objectifs, en nous faisant croire que nous sommes en retard, alors que ce n'est pas le cas. Au-delà de cela, il y a également, quand les informaticiens ou les mathématiciens parlent d'IA, ils ont une approche plutôt technocentrée. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent plutôt à la machine et non à l'utilisateur. Et donc c'est pourquoi je considère qu'au-delà des mathématiques, de l'informatique, il y a une dimension sociologique qu'on n'a pas pu intégrer donc, dans nos approches. Et donc c'est ce que je veux montrer là. Donc cette approche-là, non seulement elle doit être orientée vers l'usager, mais c'est une approche également participative. C'est-à-dire les experts, en tout cas les gens qui sont considérés comme
experts en IA devraient s'ouvrir et laisser les autres intégrer leur réseau pour pouvoir en tout cas participer à cette évolution de l'IA. Et donc, ce discours trop axé sur la fracture numérique et cette approche trop technocentrée est en réalité dérivatif, parce que ça nous détourne de nos objectifs. Et donc, en tant que spécialiste en sciences de l'information et de la communication, et plutôt littéraire, j'allais dire, je pense qu'il y a une dimension sociologique et les représentations sociales surtout. Quelle est la conception des individus, des gens, sur la conception que les gens ont de l'IA? Ça, c'est important. Parce qu'il y a un sociologue du nom de Serge Moscovici qui dit qu'il n'est guère de pratiques ou de règles qui ne soient suscitées par un ensemble de représentations. C'est-à-dire, la conception que nous avons de l'objet, c'est ce qui dicte en tout cas notre manière de faire. Comment nous appréhendons l'objet. Et ici, l'objet, c'est l'intelligence artificielle. Donc, une représentation sociale, c'est quoi? C'est une manière de voir, de concevoir les choses, c'est-à-dire l'objet. Et un système de croyances conduite et entretenu socialement. Alors, nous devons nous interroger sur une chose, c'est-à-dire comment la population, comment les Sénégalais, comment les chercheurs conçoivent l'IA. Ça, c'est important. C'est cette conception-là qui doit transformer notre manière de faire et qui fera peut-être que le chercheur mathématicien ne sera pas toujours focalisé sur les mathématiques pour parler de l'IA, que l'informaticien également ne se focalise pas surtout sur les notions de programmation pour parler de l'IA. Donc, pour moi, il faut transformer ces représentations sociales. Tout à l'heure, on parlait donc à partir des écoles primaires, faites en sorte que les élèves au collège, les élèves comprennent comment utiliser les technologies, comment utiliser l'IA. Mais il y a un travail qui doit se faire également, parce qu'au niveau professionnel également, les gens ne comprennent pas du tout l'IA. Et donc, tout ça, c'est lié à la représentation qu'ils ont autour de l'objet IA. Donc, en un moment, quand on travaille sur le projet de Thiaroye 44, on a constaté qu'on n'avait pas assez d'informations, assez de données pour réécrire l'histoire. Donc, c'est parce que, et pourtant, c'est des informations qui existent depuis très longtemps. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nos archives qui ont été déportées ailleurs, et là, on ne peut pas y accéder. Et quand on fait un tour au niveau donc, de ce qu'on pense avoir détenu entre ces archives-là, ils nous disent que ils nous donnent des archives que nous ne considérons pas être donc, les bonnes archives. Et donc, cette question de représentation sociale doit être vraiment analysée lorsqu'on traite de l'intelligence artificielle. Et en sciences de l'information et de la communication, l'UNESCO avait proposé un référentiel sur les compétences informationnelles, c'est-à-dire Information Literacy. L'UNESCO considérait qu'il fallait avoir certaines compétences pour être considéré comme quelqu'un apte à gérer, à utiliser, à collecter, à transformer l'information. Aujourd'hui, à côté donc, de cette culture informationnelle qui est bien présente aujourd'hui partout dans le monde, il faut penser également à développer une culture des données, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quoi l'information literacy? En français, c'est l'équivalent de compétence informationnelle. Un individu a une compétence informationnelle lorsqu'il est capable d'identifier dans un premier temps un besoin informationnel, de pouvoir trouver cette information, de la transformer et d'en faire une connaissance. De la même manière, tout individu aujourd'hui devrait avoir des compétences à identifier, à déjà exprimer son besoin en données, pouvoir rechercher ces données, les transformer et la transformer en information ou en connaissance. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, cette notion de culture de données doit être développée un peu partout. Le dernier point, on parle souvent de la pertinence en termes d'information. Dans la recherche, par exemple, lorsqu'on fait une recherche en thèse, en fait, pour une thèse ou pour un article, on a toujours besoin
d'informations pertinentes, fiables et validées, n'est-ce pas? De la même manière également, les données qui vont nous permettre, en tout cas, de formuler des idées, doivent par ailleurs être pertinentes, fiables et validées. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille davantage sur la question, c'est-à-dire sur les représentations que les entreprises ou les chercheurs se font donc de la donnée pour pouvoir comprendre le futur. C'est-à-dire au niveau académique, au niveau des universités, nos chercheurs produisent trop de données, beaucoup trop de données, des données de la recherche. Au niveau des entreprises également, on produit beaucoup trop de données. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de données statistiques, mais plus de 8 ou 7 entreprises sur 10 est incapable de nous dire, en fait, de nous proposer une base où on va pouvoir trouver en tout cas des données qui leur permettent de prendre des décisions. Au niveau de la recherche également, aujourd'hui, dans les universités, en tout cas sénégalaises, rares sont des chercheurs qui préservent ou qui déposent leurs données de recherche dans des répertoires. Et ces données de recherche sont importantes. Au niveau de l'université Cheikh Anta Diop et dans pas mal d'universités également, qu'est-ce qu'on constate? Que les universités aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui sont incapables de nous dire combien de thèses ont été soutenues depuis la création de l'université. Et ça, c'est inadmissible. C'est parce qu'on n'a pas une culture donc, de ces données. Et donc, cette représentation, en fait, cette présentation visait surtout à vous inviter à réfléchir sur la question de la représentation et sur le rôle de ces documentalistes-là qui sont chargés donc, de gérer, de collecter et de partager les données. Et pour cela, je vais faire une proposition, en tout cas, peut-être ce n'est pas trop clair, mais sur comment on pourrait encadrer la formation ou transformer ces représentations sur la donnée. Et donc, déjà, il y a, donc, dans cette représentation-là, vous verrez qu'il y a des aptitudes, des habiletés que tout documentaliste devrait avoir pour réfléchir sur la question des données. Et ces mêmes aptitudes également concernent aussi bien les informaticiens que les mathématiciens. Donc tout citoyen, dans le cadre d'une formation, que ce soit au niveau collège, élémentaire ou au niveau des entreprises, toutes les personnes, en tout cas, tous les Sénégalais devraient avoir ces compétences-là pour pouvoir, en tout cas, aller vers l'ère intelligence artificielle. Donc c'est ce que je voulais juste dire dans cette présentation, expliquer encore une fois le rôle des documentalistes, mais aussi la question des représentations autour de l'intelligence artificielle et autour des ordinateurs. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Abdou Bokar Sow, pour votre présentation. Donc, on note dans votre présentation, vous parlez de l'aspect de l'inclusion qui a été évoqué ce matin par le professeur Tidiane Seck, notamment en disant que ce n'est pas que les informaticiens et les mathématiciens qui doivent être, disons, les plus indispensables dans l'IA. Donc ça, on a noté ça. En fait, moi, je reste dans les sciences de l'information. Actuellement, la nouveauté, c'est l'intelligence artificielle. Mais est-ce que dans le domaine des sciences de l'information, et surtout la veille, est-ce que les professionnels de l'information et de la documentation utilisent les outils de l'IA pour faire la veille stratégique ou bien veille informationnelle? Je vous remercie. Cette question, je répondrai par un oui. Ma thèse porte justement sur l'information scientifique et technique. Je voudrais analyser les pratiques infocommunicationnelles des chercheurs. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé uniquement des données. Et pourtant, je ne suis pas ni informaticien ni mathématicien. J'ai fait des exportations de données au niveau des bases de données bibliographiques Scopus, Web of Science, U3E, pour analyser les liens qui existent entre plusieurs chercheurs et comment les chercheurs pratiquent, comment ils font pour diffuser l'information, c'est-à-dire leur savoir. Donc, à cette question, je répondrai oui.
Et dans le cadre des enseignements également en sciences de l'information et de la communication, la veille informationnelle, ce cours-là est dispensé. Mais aujourd'hui, même ce cours-là a subi des évolutions. Parce que lorsqu'on parlait de veille informationnelle, on se focalisait surtout sur la notion d'information. C'est pourquoi d'ailleurs le cours est intitulé Veille informationnelle. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu tellement de transformations que maintenant on peut même appliquer la veille en utilisant des données. On n'a pas besoin d'information parce que l'information, elle est intelligible, mais la donnée, elle est brute, elle n'est pas intelligible. Maintenant, il y a des possibilités donc d'interroger ces données-là, de les rendre intelligibles et de faire de la veille à partir donc des données. Je pense que même au niveau de l'IGB, il y a au niveau de l'UFR CRAC un cours en Master 1 sur la veille informationnelle. Et dans ce cours-là, on parle également donc, de la notion de données et comment on peut utiliser ces données-là justement pour faire de la recherche. D'ailleurs, tout à l'heure, quand le professeur intervenait sur les questions des bases de données, c'est justement aujourd'hui, c'est de la veille. On peut faire de la veille informationnelle à partir de ces bases de données. On peut avoir une prévision de la production scientifique des universités à partir donc, de ces données-là. Merci beaucoup pour l'invitation, d'abord aux organisateurs. Aussi, merci Dr Sow et Dr Silla pour vos présentations. Il y avait juste une petite réflexion que je voulais partager. Donc, ma simple compréhension, en fait, l'IA offre des solutions. Et pour offrir des solutions, il faut d'abord des problèmes. Donc, je pense qu'il y a une approche multipartite qu'il faudra plus développer et voir comment créer le lien entre les spécialistes d'IA et ceux qui ont des problèmes, notamment les décideurs politiques, les populations, les industries, tout le monde. Donc, et recueillir leurs besoins et en fonction de cela, maintenant, offrir des solutions. Par exemple, nous, quand je prends le cas de notre secteur, de la cybersécurité, nous avons besoin de solutions pour réagir aux cyberattaques, solutions IA. Donc là, on peut avoir une discussion et voir comment vous pouvez trouver des solutions pour réagir aux cyberattaques. Donc c'est juste une réflexion que je voulais partager pour voir comment créer ce cadre-là entre ceux qui offrent des solutions IA et ceux qui ont des problèmes à résoudre. Merci. Mais je pose une question. Vous avez tantôt dit que dans les archives, des fois, vous ne trouvez pas les documents que vous recherchez. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aller jusqu'à créer un document qui n'existe pas? Je partage tout à fait ce que vous avez évoqué tout à l'heure, que l'intelligence artificielle, c'est un tout. En fait, ce n'est pas seulement les mathématiciens et les informaticiens qui doivent être impliqués. C'est tellement important qu'actuellement, beaucoup de gens en parlent. Intelligence artificielle, DeepSeek, ChatGPT, ainsi de suite, etc., etc. Et il se trouve que les gens utilisent énormément et sans essayer de comprendre est-ce qu'on a une certaine autonomie. Il suffit que ceux qui ont créé ces choses-là limitent nos accès, mais c'est terminé. Et en fait, actuellement, on a de la ressource humaine ici au Sénégal, et même on peut étendre donc là en Afrique, des gens capables de reproduire ou bien de créer des algorithmes pour pouvoir travailler. Mais la grosse difficulté stratégique actuellement, c'est construire des bases de données. Nous dépendons des bases de données des autres. Et ça, en fait, il va falloir remédier à ça si toutefois on souhaite, en fait, être des acteurs. Je voudrais peut-être ajouter 2 ou 3 problèmes sur les questions d'intelligence artificielle qui sont d'actualité. C'est par exemple le problème de Calderon. C'est un problème posé en mathématiques. Jusqu'à présent, il n'est pas résolu. Il y a des équipes entières dans le monde qui travaillent autour de cette question-là. Il y a des mathématiciens qui travaillent aussi ici au Sénégal. Mais ce problème-là, en réalité, ceux qui font de l'intelligence artificielle aussi ont attaqué ce problème. Et une fois, donc, il y a eu un exposé à Saint-Louis dans le séminaire mensuel du laboratoire d'analyse numérique et d'informatique. Là, un collègue,
basé en Arabie Saoudite, étudier un problème inverse. Et il y a eu des questions très pertinentes qui étaient posées, comme est-ce que les mathématiciens doivent continuer à travailler sur le problème de Calderon? Effectivement, oui. IA tout seul ne peut pas résoudre le problème parce qu'il faut augmenter la base de données pour pouvoir renforcer l'apprentissage. Et c'est un problème qui a beaucoup d'applications sur le pétrole, sur le gaz, l'identification de tumeurs, etc., etc. Il y a aussi, au Sénégal, on a une grande base de données sur les pêcheries. En fait, la pratique de l'informatique, parce que c'est là que je peux parler, est un processus. Et dans ce processus, je pense que la partie technique ne représente pas 70%. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour qu'un produit soit mis sur pied, il faut que l'aspect sociologique soit pris en compte à travers ce qu'on appelle le design thinking, mais également l'expérience utilisateur qui permet un peu d'aller entrer dans la tête des futurs utilisateurs, regarder comment ils vont apprécier la solution et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'à chaque fois la solution est mise à jour, est mise sur place, qu'on puisse apprécier et l'utiliser convenablement. Ce que j'aimerais tout simplement dire par là, c'est que l'aspect sociologique est très bien pris en compte, mais à travers un processus qui est géré peut-être par d'autres personnes, mais qui sera pris en compte lors de l'implémentation. Merci beaucoup. La méthodologie que nous avons utilisée, c'est une recherche-action que nous avons entamée. Et dans une première phase, nous avons fait une expérimentation. Et là, c'était une recherche documentaire, donc comme première source, avec l'utilisation des moteurs de recherche libres d'accès. Mais également, nous avons utilisé des documents administratifs avec des rapports également du ministère de la formation professionnelle, qui nous a permis vraiment de faire cette première phase documentaire par rapport donc à cette étude. En conclusion, cette étude a permis de souligner un peu quelle était l'importance des approches théoriques pour la transformation digitale, parce que suivre une transformation digitale du point de vue technologique, c'est important, mais il faut, en sciences de l'éducation, que ça soit basé sur des théories. Et ça permet également de revenir un peu sur la formation professionnelle en Afrique, au Sénégal en particulier. Et en s'appuyant sur ce constat, nous avons donc proposé ce cadre conceptuel qui permettra à terme de développer des solutions, donc des outils qui peuvent accompagner une transformation digitale réussie dans la formation professionnelle. Quelques perspectives. Le travail entamé au ministère de la formation professionnelle, depuis quelques temps, j'ai dit qu'ils ont entamé leur transformation digitale avec une phase d'expérimentation. Alors, notre étude ouvre des perspectives intéressantes pour les futures recherches ou actions qui visent à favoriser l'émergence donc, des systèmes de formation professionnelle innovants adaptés aux besoins des économies africaines et mondiales. En ce sens, l'intelligence artificielle pourrait servir dans ce modèle de pilotage que nous allons proposer ultérieurement et qui va faciliter au secteur de la formation professionnelle la réussite de ce changement et la pérennité de la transformation digitale. Voilà, nous avons utilisé quelques références. C'est quelques références que nous avons utilisées. Je pense que voilà, je vous remercie de votre aimable attention. C'est bon, je préfère ce que vous avez retenu ici. Vous avez parlé de transformation digitale, alors que dans ce qui est partagé, on parle de il est écrit transformation numérique. Okay. Moi, je préfère le terme digital ici que numérique plutôt. Ok, c'était une petite entrée en matière. Donc, vous parlez de la problématique à travers, disons, l'intégration des technologies, c'est la définition, dans la formation professionnelle au Sénégal. C'est le contexte. Très bien. Vous avez évoqué dans la problématique la population qui est juvénile et le problème d'insertion. Et vous pensez qu'une alternative peut être, disons, peut arriver au niveau de la formation ou bien apporter dans l'intégration du numérique dans la formation professionnelle. Je pense que
tout le monde a écouté avec intérêt. Moi, je voudrais vous dire une chose sur la méthodologie. Vous avez dit que en termes de méthodologie, vous avez fait une recherche documentaire. Et dans pratiquement tout, c'est une occasion que j'ai pour en parler. Hein. Dans pas mal de thèses, je vois que la recherche documentaire est considérée comme faisant partie de la méthodologie. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et je tenais à le dire ici. La recherche documentaire est inhérente à l'activité de recherche. On ne peut pas faire une thèse sans faire une recherche documentaire. Plutôt, ce que j'aurais aimé lire dans la partie méthodologie, c'est plutôt ce qui vous a permis de vérifier vos hypothèses. Donc, je ne sais pas si les chercheurs qui sont là ont la même conception que moi en termes de... Mais je tenais quand même à le dire parce que je le vois assez souvent dans des thèses. Et puis la question maintenant, c'est... vous dites que votre thèse, c'est une recherche-action. Et je voudrais savoir, en réalité, quelles sont ces actions-là? Qu'est-ce que votre thèse pourrait... quelles sont les actions qui pourraient découler, en tout cas, de cette recherche? Parce qu'en fait, c'était juste pour contextualiser une chose. Avec le professeur Moussalo, avec qui nous travaillons pour l'organisation de ce colloque, nous n'avons pas voulu nous cantonner uniquement aux scientifiques, c'est-à-dire c'est ce qu'ils font l'IA, les mathématiciens, les informaticiens. Nous avons voulu diversifier les choses. Vous voyez, le docteur Sow, je crois que c'est quelqu'un qui travaille dans les trucs, EBAT peut-être, je ne sais pas exactement. Et l'idée vraiment, c'était de diversifier les présentations. On a voulu que tout le monde puisse apporter une contribution parce qu'il ne faut pas fermer les choses. C'est pour ça que vous allez voir d'autres présentations en dehors de celle de Mme Dien, vous avez un géographe qui va venir nous parler d'autres choses. Je pense que dans toutes ces thématiques-là, l'intelligence artificielle peut apporter une touche, peut apporter quelque chose. Donc c'était vraiment pour contextualiser les choses, pour dire qu'on n'a pas voulu fermer les choses, mais on a voulu s'ouvrir à tout le monde. Parce que l'idée aussi, c'est ça aussi la recherche. Il faut essayer de voir ce qu'on peut tirer à gauche et à droite pour avancer. Voilà. En voulant faire la transformation digitale, en tout cas en voulant intégrer le numérique dans la formation professionnelle, le ministère a fait un choix. Ils ont choisi de faire ce qu'on appelle le dispositif hybride de formation à distance. C'est-à-dire, vu la spécificité de la formation professionnelle, l'apprentissage d'un métier, c'est le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. La plateforme ou bien l'intégration du numérique sera plutôt axée sur les théories, parce que dans tout apprentissage, il y a une partie théorique. Et la pratique, ça va permettre d'augmenter le temps de pratique dans les ateliers. Donc, on n'est pas comme les universités qui sont à 100% en ligne, mais c'est une formation hybride où il y aura une partie en ligne et une partie carrément en présentiel. Mais dans les perspectives également, on va aller vers des simulateurs. On dit que les pilotes, ils pilotent des avions avant d'aller sur le terrain via des simulateurs. Le ministère de la formation professionnelle va aller vers des simulateurs pour l'apprentissage de certains métiers, comme vous l'avez dit, comme la mécanique. Il doit pouvoir monter, démonter des moteurs sans pour autant toucher avant d'aller sur le réel. Voilà, donc c'est des perspectives que nous avons envie, mais pour le moment, on a intégré le numérique dans les processus, mais également dans les enseignements apprentissages via une formation hybride. Pour les niveaux, j'en profite également pour vous éclaircir un peu sur les niveaux d'intégration. Il y a le niveau le plus bas, c'est des certificats professionnels de spécialisation, c'est des formations de 4 à 6 mois et qui peuvent, avec des profils différents, l'entrée, on peut ne pas être même initié à l'école et pouvoir faire cette formation parce que c'est l'apprentissage du métier qui est l'approche compétence qui est fixée. Ensuite, il y a les niveaux 4e pour avoir le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, le niveau 3e pour avoir le BEP, le niveau BFM pour avoir le BT, et après Bac 2 ans, le niveau BTS. Je pense que c'est les niveaux que nous avons au niveau de la formation professionnelle. Et il y a même des liens, en tout cas des passerelles, qui permettent de quitter l'enseignement général pour continuer la formation, puisque les bacs techniques comme S3 font partie donc, du ministère de la formation professionnelle. Voilà quelques éclaircissements que je voulais apporter par rapport à la première question. Pour la seconde question, par rapport à la recherche-action, ça c'est la première partie théorique de notre thèse. Hein. La recherche-action, nous avons suivi 9 établissements pilotes au Sénégal, dans 5 régions, pendant 2 ans, pour voir quel a été le niveau d'intégration du numérique. À la fin de la thèse, nous avons proposé même un modèle de pilotage, parce que nous avons vu que dans plusieurs recherches, ce qui a été mis en avant, c'est l'approche pédagogique en classe, via les numériques, etc. Mais ce qui est évident dans les autres pays n'est pas évident au Sénégal. Au Sénégal, il faut penser
à l'intégration, au pilotage même du numérique avant d'aller dans l'approche pédagogique. Donc nous avons mis focus sur le pilotage et à la fin nous avons proposé un modèle de pilotage que nous avons appelé PSON, pilotage stratégique, organisationnel, environnemental et numérique. Ça a été juste un article extrait de la partie théorique pour montrer qu'il y a eu un soubassement théorique dans cette transformation digitale, mais carrément dans la partie de terrain, nous l'avons fait et nous avons même proposé donc des solutions après l'analyse des résultats. Voilà un peu, donc ça c'était un peu la méthodologie par rapport à cette première partie théorique, mais dans la recherche-action, nous avons respecté un peu la procédure, des actions en boucle, en cycle, donc beaucoup de va-et-vient et ça nous a permis au bout de 2 ans d'avoir donc quelques résultats que nous allons peut-être présenter dans d'autres articles. Merci beaucoup. Monsieur Wade, donc vous présentez succinctement avant de commencer votre exposé. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, chers invités, merci, chers collègues et participants. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui pour aborder une question cruciale, très importante, pour l'avenir de la ville de Saint-Louis, et que ce sujet porte sur le projet Ndar Smart City dans la ville neuve de Gandon, à l'horizon 2035, vers un modèle alternatif durable pour la métropole émergente de Saint-Louis. En fait, c'est un article. Le plan s'intitule ainsi, d'après une introduction, méthodologie, résultats obtenus et discussion. Enfin, la conclusion. En fait, la ville de Saint-Louis fait face à une urbanisation croissante et à des défis liés à la planification urbaine. Le projet Ndar Smart City vise à proposer un modèle alternatif durable en intégrant les numériques, la mobilité intelligente et l'inclusivité sociale. La question que l'on se pose, c'est comment le projet Ndar Smart City peut s'imposer comme un modèle alternatif durable pour la métropole émergente de Saint-Louis. L'objectif de cette étude est de montrer comment Ndar Smart City, ou au développement durable et à l'aménagement territorial, peut être identifié les innovations en matière d'infrastructures intelligentes, connectées, et mesurer même l'impact de ce projet sur la ville de Saint-Louis et ses périphéries, en examinant l'intégration de la population locale et les défis liés à la gouvernance locale ou bien urbaine. La définition que l'on posait, c'est-à-dire nous avons essayé de donner une définition qui, en reliant les analyses des études antérieures, notamment celle de Antoine Picon, qui est un auteur français qui a beaucoup écrit sur l'intelligence artificielle et en relation avec les villes intelligentes, et les études de l'existant de Ndar City pour identifier les éléments Smart City déjà mis en place. Et que le Smart City est une ville intelligente qui intègre les technologies numériques et l'innovation pour améliorer la gestion urbaine, la mobilité, la durabilité environnementale et la qualité de vie des citoyens. Antoine Picon, dans ses œuvres et dans ses travaux, souligne que le Smart City ne se réduit pas à une simple digitalisation des infrastructures, mais représente une transformation profonde des rapports entre l'urbanisme, les technologies et les différentes infrastructures urbaines. Et le projet de Ndar Smart City, un élément structurant de la planification urbaine, qui, à travers ces éléments, les rapports entre la gestion urbaine, la planification intégrée des réseaux d'électricité et la collecte de la gestion des déchets. Actuellement, on parle de collecte des déchets automatisée. Ainsi, la méthodologie composée, nous avons essayé
de faire une enquête sur 115 acteurs interrogés, dont 50 ménages des secteurs dans les villages de Boudjouk, Ngalel, Makotoubé, Bango, Darou, et 10 étudiants et 15 personnels de l'UGB, 40 acteurs, autorités locales, administratives et professionnelles, en recueillant des perceptions sur le projet et les attentes des citoyens. Ainsi, cette carte illustrant l'emplacement du projet de Ndar City, c'est-à-dire sur la carte verte où se trouve l'emplacement, la ville neuve de Gandon, entre le village de Ndiabène-Toubé Peul, Ndiabène-Toubé Wolof, Lebar, Ndjandjouk. Ndjandjouk, c'est là où se trouve cet alentour-là. C'est là où se trouve la ville neuve de Gandon. Il y a déjà terrassé et qu'il y a des éléments en allant vers même Ngalel Nord jusqu'au Boudjouk, vers Djougop. Et que cette ville est située, ici nous avons fait un petit commentaire, la ville nouvelle de Gandon située entre Lebar, Makotoubé, Ndiabène Peul, Keur Martin, et ce projet s'étend vers Ngalel, Bango, en passant par Boudjouk, Djougopol et Sanar. L'agglomération de la ville de Saint-Louis, à travers cette révolution numérique, grâce au projet de Ndar City, une initiative portée par l'Agence de l'informatique, désormais appelée Sénégal Numérique SA, c'est l'État qui a mis en place, avec une deuxième ville test, après Diamniadio, en collaboration avec les autorités locales et académiques. Et ce projet intégré dans la stratégie nationale numérique vise à faire de Saint-Louis une véritable ville intelligente où la digitalisation et l'innovation servent à moderniser les secteurs publics et à améliorer la qualité de vie des citoyens. Ce projet est initié en 2018 et inscrit dans une vision à long terme et qui repose sur 3 axes majeurs, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des citoyens avec la dématérialisation des services administratifs et l'utilisation d'outils informatiques dans différents secteurs, l'aménagement numérique du territoire du projet et le développement des pôles d'innovation et de savoir en s'appuyant sur des institutions comme l'Université Gaston Berger et le Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique, sciamétique. Nous avons comme résultat 1, la ville numérique durable intégrant ces technologies et les programmes de ce projet, les technologies de gestion et de sécurité installation, avec l'installation des caméras de surveillance dans les grandes artères, surtout les quartiers stratégiques comme la place Ablaye Wade, comment dirais-je, le quartier de Bango et même l'université Gaston Berger. Cette installation de ces caméras interconnectées avec des centres de commandement en collaboration avec les services de sécurité est reliée au centre national à Dakar. Il y avait aussi la couverture Wi-Fi dans les espaces publics et stratégiques et les lycées permettent un accès à l'Internet pour les citoyens et les élèves. Il y a une interconnexion des bâtiments de l'UGB par le fibre optique avec un stockage de données de 200 taux facilitant l'enseignement en ligne et l'accès de ces contenus éducatifs. La modernisation des services publics, notamment dans la gestion des décès, de la mobilité comme le set de Gandon et l'autoroute Dakar-Saint-Louis et des infrastructures énergétiques, lampadaires solaires et l'électrification des villages. Les premiers jalons posés par le projet de Ndar Express City avec la vidéosurveillance ou les caméras de réseau, un levier prometteur pour améliorer la vie urbaine connectée et les lampadaires intelligents du réseau, une optimisation et une rentabilisation de l'éclairage public. Nous avons aussi le développement des plateformes mobiles, tant dans l'économie formelle qu'informelle. Nous avons aussi le Smart Education, avec l'introduction de l'enseignement informatisé qui transforme de plus en plus, c'est un pas en avant le quotidien scolaire en rendant les cours plus dynamiques. Ici, nous avons ce diagramme démontre que la caméra nous avons essayé de donner une indication par rapport avec l'existant de ces infrastructures. Les caméras de réseau, autrement dit, les caméras de réseau
comme surveillance sur les axes stratégiques avec une 45%, les lampadaires occupent 35%, et l'aménagement numérique du territoire 15%, et le projet Agidip Smart Village dans la ville dans les zones agricoles vers Ndiaoudoune 5%. Sensibilisation des acteurs locaux. Comprendre l'importance de la transition numérique pour le développement urbain de Saint-Louis, faire former des acteurs locaux aux outils numériques et aux nouvelles pratiques d'aménagement durable, évaluer les transformations, renforcer l'appropriation locale et le développement inclusif. Ici, nous avons essayé de montrer dans la partie discussion la comparaison avec d'autres projets similaires, avec la ville neuve de Gandon, avec les critères, une approche technologie et les développement durable. Une ville neuve de Gandon pour désengorger Saint-Louis, favoriser le développement urbain durable. Ici, nous avons le Diamniadio Light City comme critère objectif. L'objectif de Diamniadio City c'est une ville satellite pour décongestionner la ville de Dakar et stimuler l'économie. Ici, nous avons Up Kenyan, une ville technologie en innovation pour dynamiser l'économie kenyane. Nous avons la ville de Songdo de Corée du Sud, et que cette ville est 100% connectée et durable. Dans l'approche technologie, nous essayons de montrer, faire une mise en relation, avec l'intégration des services intelligents. Ici, nous avons des infrastructures modernes, numériques, dans Diamniadio Light City, et au Kenya, une ville technologique avec des zones dédiées à l'innovation. En Corée du Sud, la Smart City entièrement automatisée avec IoT. Sur le critère de développement durable, l'infrastructure écologique et cette résilience climatique, vu que dans le contexte de Saint-Louis a des défis environnementaux, vu qu'actuellement, avec l'érosion côtière, nous tendons vers une délocalisation d'une partie de la langue de Barbarie vers Djougop et dans les villages périphériques. Cela démontre que l'infrastructure écologique et résilience climatique occupe une place importante. Dans la ville de Diamniadio Light City, nous avons des bâtiments verts, et il y a l'existence de l'énergie renouvelable. Avec la ville de Kenya, développement basé sur les énergies vertes électriques. En Corée du Sud, l'objectif est de zéro carbone avec des énergies renouvelables. En fait, pour les limites de ce projet, la ville de Saint-Louis, ici nous avons l'aménagement du territoire. Une ville dont actuellement on constate que Saint-Louis est vers une polycentralité. Il n'y a plus les quartiers sud ou bien la partie continentale. Donc il y a un archipel, on tend vers ces espaces intérieurs, et qu'il y a l'existence de ces zones, de cette centralité périphérique. Avec l'aéroport international de Ousmane Masseck Ndiaye à Bango, nous avons cette partie Ngalel vers nord, avec l'implante, avec une infrastructure structurante qui est l'université Gaston Berger, qui polarise et qui façonne l'existence de ces villages environnants. Ici, ce sont des limites de chaque projet existentiel. À Ndar City, nous avons une dépendance au financement public et partenariat international incertain, dont le projet n'est pas encore du tout clair, n'est pas encore du tout approprié par rapport avec la population. L'évolution du projet, la phase de conception mise en œuvre est encore très lente. Risque de rupture avec les dynamiques sociales, rurales et environnantes. Un accès et mobilité, une dépendance des infrastructures qui doivent être développées dans cet espace. Songdo,
dans une ville en Corée du Sud bénéficie de financements massifs et d'investissements privés. Songodo est opérationnel par rapport avec Diamniadio Lac City qui avance de plus en plus avec ses infrastructures qui sont en place. Songodo habité par des travailleurs temporaires et Diamniadio Lac City et Konza City. Konza City, c'est une ville, je l'ai dit, Konza City, c'est une ville kenyane, doivent aussi concilier modernité et intégration sociale. Songodo a un réseau de transport avancé et Konza City prévoit un hub connecté, alors que Diamniadio Lac City bénéficie de ces infrastructures. Sur le plan numérique, il y a comme le data center dont notre professeur, il est le directeur. Voilà. En conclusion, nous avons essayé de donner l'opportunité de ce projet pour une urbanité maîtrisée et durable. Et le projet devra surmonter certains défis liés à l'inclusion sociale, aux infrastructures et au financement, avec la mise en place des phases pilotes pour tester des solutions innovantes, renforcer la collaboration entre citoyens, autorités locales et académiques et ses partenaires. Merci pour votre aimable attention. Non, moi c'est avec plaisir que je contribue parce qu'en fait je parle sous le contrôle du professeur Moussa Lo, parce que ce projet à l'origine est né à l'UFR SAT. Moussa, si je me trompe, vous me dites, je pense qu'on l'avait appelé Saint-Louis numérique, je crois au départ. Hein? Ndar numérique. Après, Moussa est allé diriger le CA Mythique. Le CA Mythique a porté le projet. Moussa est parti, je l'ai remplacé, je l'ai succédé au CA Mythique. Et j'ai porté le projet Ndar numérique. On a eu le plaisir de lancer avec la Sonatel et tout. Et j'ai retrouvé le slide qui parlait de Ndar Smart City. Et nous avions recruté un consultant. C'est Mohamed Maïssi, bien recruté au CA Mythique, qui avait fait les travaux. Et ce projet avait été budgétisé à 17 milliards de francs CFA. J'espère que le travail continue à Saint-Louis et qu'on va essayer de continuer à chercher des partenaires. Donc ce projet est encore d'actualité. Parce que l'idée vraiment, c'était de faire de Saint-Louis une ville intelligente. Nous, on avait commencé à faire des choses avec le peu de moyens que nous avions au CA Mythique. Bon, c'est heureux maintenant que Maguette, qui est à la section de géographie, essayer de continuer avec les collègues qui sont là-bas. Mais je pense que l'idée, c'est d'aller chercher des partenaires. Il faut vraiment, parce que là, dans le document, on a cité comme partenaires la mairie de Saint-Louis, la mairie de Gandon, l'ARD, l'ADIE, Devenisono, Microsoft, Optique, Banque mondiale. Parce que tous ces gens-là, nous les avions invités quand on lançait le projet. J'espère vraiment que ça va aboutir à des résultats concrets. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question, Maguette. Voilà. Dans votre projet de ville durable, smart, etc., vous parliez de plus d'infrastructures. Et pour moi, il y a la e-gouvernance, les e-services, même s'il y a Sinim qui est derrière, mais je ne les vois pas dans votre présentation. C'était ça ma préoccupation. Donc moi aussi, je suis une ancienne de l'UGB, je connais un peu le milieu. Donc j'avais une question à savoir, qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir Gandon, en fait, la zone Gandon? Qu'est-ce qui a été... Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là, en fait? Parce que moi, j'aime plus la partie nord-sud de Saint-Louis. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé, en fait, ce choix-là. Merci. Merci, monsieur le professeur Thiaré. Effectivement, je l'ai dit, hein, ce projet a été mis en place en collaboration avec le CA Mythique et les autorités académiques. En ce moment, il était le coordonnateur de la CA Mythique en collaboration avec le recteur Baïdalaïkan, effectivement, d'où est né ce projet Ndar numérique. Mais comme je l'ai dit, avec l'aide du Sénégal numérique, ils ont reformulé, c'est un projet mis en place par l'État du Sénégal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Diamniadio est une ville test, une phase test, mais pour un peu déployer, ils ont mis un accent sur les villes métropoles, comme Saint-Louis, une deuxième ville test pour l'élaboration de ces projets de la ville intelligente. Concernant la question de monsieur le modérateur, s'il y a un énorme défi sur le plan de la gouvernance, parce que actuellement on parle de e-gouvernance et que là-bas, ce projet est envers les espaces intérieurs et que il y a un problème de compréhension
si nous avons posé pas mal de questions et que les habitants ne comprennent même pas ce qui est Smart City. Voilà, déjà il y a un blocage, mais quand même, il y a une collaboration avec surtout l'ARD et les autres acteurs, ADM, la mairie de Saint-Louis. On essayait de travailler là-dessus, vu que le village de Djougop, actuellement, il y a pas mal d'infrastructures et que la population de la langue de Barbarie est transférée là-bas et qu'actuellement existe le marché. Il y a le marché, ils avaient avec des installations modernes. Il y avait aussi le collecte de déchets automatisé, dont moi je suis un assistant technique de la Chonangette de Saint-Louis. On a travaillé avec ces habitants-là, comment essayer d'automatiser la collecte des déchets, le collecte de la gestion des déchets. Pour la question de Madame Raki, pourquoi Gandon? Voilà, Raki. Madame Raki, voilà, pourquoi Gandon? Je l'ai dit, la ville neuve de Gandon, il y avait un lotissement et qu'actuellement elle est très terrassée et que cette partie en fait a été utilisée pour des infrastructures, pour sur le plan de l'habitat. On parle de ville, de résidence des Américains, et que cette infrastructure est prévue pour les cadres des ingénieurs qui sont dans le projet de GTA, et en collaboration avec, il y avait aussi à la partie de Gandiol, l'hôpital niveau 4, et qu'on voudrait créer un link là où l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis a passé là-bas. Donc c'est un système déjà loti et que l'objectif des autorités est de faire une cité intelligente. Voilà, je l'ai dit, entre Makatoubé, si tu vas là-bas, entre Makatoubé vers Ndiabène, Ndiabène-Peul Gandon, on a terrassé tout, il y avait du matériel, les camions sont là, les tracteurs, voilà. Donc l'objectif est de faire la ville de Neuve une ville intelligente. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Actuellement, il y a l'impact de l'identité numérique, quoi, parce que l'identité numérique permet donc à chaque fois d'identifier la personne. Est-ce qu'au niveau du projet Smart City, vous avez fait une étude concernant l'identité numérique? Il y a beaucoup d'étudiants qui ont déjà travaillé sur ça. Je pense que c'était un beaucoup. Il y a des étudiants qui ont travaillé sur des poubelles intelligentes. Il y a des étudiants qui ont travaillé sur, comment, par exemple, pour que par exemple la lampe s'allume, juste faire une reconnaissance d'image. Je pense que pour ces genres de projets-là, il faut peut-être voir au niveau des universités, pouvoir intégrer, disons, que le travail de ces étudiants-là. Et ça, disons que ceci va rendre peut-être, disons, le moins cher, ça va rendre moindre coût peut-être le projet. Au lieu d'imaginer d'avoir, disons, des solutions importées, de pouvoir regarder d'abord au niveau des universités, disons que je pense qu'il y a beaucoup de projets que les étudiants ont fait sur les smart villes, sur les smart cities. Et ça, par exemple, il faut par exemple faire un brainstorming pour voir quels sont les projets qu'il faut prendre pour l'implémenter. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que les deux dernières interventions, c'est plus des contributions. Hein? Donc, vous voulez réagir? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. On vous applaudit quand même. Voilà. Donc,